Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. On se retrouve aujourd'hui, Evelyne, pour parler de ton expertise, de ta pratique en hypnose. Tu es thérapeute depuis plusieurs années maintenant. Oui, Euh, 1998. oui, ça commence à te faire une belle expérience. Tu as accompagné énormément de familles parce Oui, que c'est surtout vers les familles que tu as le plus développé ton activité, si j'ai bien compris. En parcourant ton portrait sur le site du village Fait Dodo, il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée. C'est un métier passion que tu fais aujourd'hui et c'est le fait que tu te destinais finalement depuis toute jeune à, alors à accompagner, à aider et en tout cas à être proche de l'enfant. Et même toi, en tant qu'enfant, tu avais déjà des réflexions et une volonté de comprendre ce qui se passait pour toi, qui était quand même assez, marqué pour une enfant, jeune, mais tu vas nous en parler. Et du coup, tu as construit finalement tout ton parcours autour de cette notion d'aide et de compréhension et d'aller plus loin, d'aller même plus loin que ce qu'on peut, voir à première vue, en tout cas dans nos premiers sens. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est peut-être justement de repartir un petit peu sur, ce qui t'a animé et sur ce qui a fait que aujourd'hui tu te sentes à ta place dans cette pratique et alignée avec ça. c'est vrai que tout à l'heure, hors antenne, là, tu me parlais de cette phrase qui t'a touchée quand j'avais 4 ans, et que je me suis promis de ne pas oublier. Ça a été un moment très fort pour moi parce que ça m'a vraiment amenée à être proche des enfants. Mais en même temps, ça a été très compliqué. Comment devenir une adulte quand on se rappelle de ce que c'est qu'être un enfant? Et Alors donc pour les auditrices et auditeurs, Evelyne, je vais peut-être simplement reprendre la phrase dont tu parles pour la remettre dans le contexte, mais je vous invite bien sûr à aller, lire et découvrir le portrait d'Evelyne sur le site du village Fait Dodo. Vous aurez le lien en description du podcast et la phrase dont nous parlions effectivement en amont de cet épisode, c'est: «Ce jour-là, je me suis promise de ne pas oublier». Et elle vient juste après le fait que, tu dis vers l'âge de 4 ans: «J'ai compris que j'allais devenir grande et que les grands avaient du mal à se rappeler comment c'est quand on est petit». Donc finalement, on est vraiment sur cette vision 2 visions de la réalité du monde qui sont complètement différentes entre l'enfant et l'adulte. oui, c'est ça. Je me rappelle assez bien, je ne vais pas dire que je me rappelle de tout, mais je me rappelle assez bien ne pas comprendre les réactions de mes parents. Et un jour, ma mère dit à mon père qui était, en colère contre moi et voilà, vous savez, j'ai 65 ans, donc j'ai été petite dans les années 60 et à cette époque-là, l'éducation, passait beaucoup par les coups et dès cet âge-là, j'étais assez fréquemment frappée. J'entends, une fois ma mère dire à mon père: «Mais enfin, tu te rappelles donc pas, ce que c'est que d'être petit?» Alors je ne sais plus si je l'ai mis dans ma présentation, mais l'autre chose aussi,
c'était que je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui était présent en moi, je dirais comme aujourd'hui. C'est-à-dire que je cherchais à comprendre ce qui m'arrivait et j'avais établi une théorie. Je croyais que j'avais été grande et que je ne sais pas pourquoi j'étais devenue petite. Donc c'était très particulier. Et donc ce jour-là, j'ai compris 2 choses. J'ai compris que j'allais devenir grande parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait, enfin, soit il y avait le monde des petits et le monde des grands, et j'étais pour toujours petite et eux toujours grands, soit il y avait une évolution, mais moi j'avais déjà été grande, j'étais devenue petite. Et donc, par exemple, je me rappelle très bien de dire quand j'étais grande et que mes parents me disaient non, quand tu seras grande, mais je ne comprenais pas. Et ce jour-là, eh bien, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai compris que j'allais devenir grande et que quand on était grand, on ne se rappelait pas de comment c'était quand on était petit. Et c'est pour ça que je me suis promise de me rappeler. Et je sens bien que le fil qui me conduit, c'est d'aider les parents, d'aider les... Enfin, on ne se rappelle pas, mais on a cette mémoire de quand on est petit. Et on peut avoir la mémoire de beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Parce que être petit, c'est être vraiment comment dire, capter beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre en mots. Parce que les adultes ne nous donnent pas les mots pour dire ça. Je vais vous donner un exemple. Chez ma grand-mère, parce que j'ai eu la chance d'être gardée par ma grand-mère quand j'étais enfant, je n'ai pas eu des déboires. Et il y avait une trappe dans le sol. Et cette trappe, quand on la soulevait, ça descendait dans la cave. Et la maison de ma grand-mère était adossée au rempart d'un château. Et donc, quand on descendait dans cette cave, il y avait une arche qui était fermée, qui était emmurée. Et j'ai compris par la suite que le souterrain du château arrivait dans la cave de mes grands-parents. Et moi, je me rappelle très bien descendre dans cette cave et sentir des choses, presque entendre des bruits. Et je me rappelle, entre autres, des images d'hommes avec des armures, quoi. Et à l'époque, j'avais pas la télé, on me racontait pas des histoires comme on le fait maintenant. Moi, dans mon souvenir, il y avait ces images-là. Et donc, c'était un peu troublant, quoi, parce que personne ne parlait de ça. Alors, bien sûr, c'était troublant et un peu terrifiant, parce que c'était des images de violence. Voilà, c'est pour donner un exemple dans quoi baigne un enfant. Il peut percevoir, alors ça peut être des images, ça peut être des sons et des sensations aussi. Du coup, toutes ces sensations et ce que tu vivais à ce moment-là, comme tu dis, tu n'avais pas forcément les mots, hem, pour pouvoir exprimer tout ça. Donc du coup, tu as gardé, mais tu t'es promis de ne pas oublier. Donc peut-être qu'il y a certaines choses que tu as plus gardées que, n'importe quel autre enfant. Et est-ce que tu veux nous emmener vers le fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui te permet justement, c'est ce qui t'anime dans ta pratique et c'est ce qui te permet de peut-être, aller vers certaines choses qu'effectivement, à première vue comme ça, on ne voit pas? Alors, je dirais que ça m'a guidée d'une manière, une sorte d'implicite, sans vraiment savoir. Il y a quelque chose où j'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe qui fait que, que les humains sont tellement en guerre, qu'il y a tellement de violence, qu'il y a tellement que bien souvent l'amour ne trouve pas son chemin.
parce que moi, enfant, je me sentais pleine d'amour. Alors je dis, j'avais cette chance d'avoir cette grand-mère qui me prenait sur ses genoux et puis, comme elle disait, elle me dorlotait. Donc ça me faisait beaucoup de bien, elle me posait pas de questions, elle voulait pas grand-chose, juste, voilà, elle m'apaisait. Et c'est vraiment très, très important avec les enfants de prendre ce temps, de les prendre dans les bras et de les contenir d'une manière rassurante. Mais bien sûr, ensuite, dans mon évolution, il se trouve que je suis arrivée dans une famille qui avait vécu beaucoup de traumatismes, et en particulier des traumatismes anciens. Et je veux dire par là des traumatismes anciens, des traumatismes transgénérationnels. Et c'est avec mon parcours de vie à moi que progressivement j'ai découvert tout ce qui nous imprègne, de quelle manière notre psyché fonctionne, en même temps qu'en faisant beaucoup de thérapie pour moi-même, parce que à 20 ans, j'étais très mal en point, en trouvant des chemins pour moi aller mieux. Et bien progressivement d'institutrice, parce que voilà, je suis devenue institutrice parce qu'effectivement, je voulais aider les enfants. Je trouvais que, enfin, voilà, ça, comment dire, l'éducation nationale, enfin l'éducation, pas forcément nationale, j'ai été institutrice dans son sein, mais je veux dire, l'école est beaucoup à côté de la plaque aussi. Et donc, moi, je me disais, bon, je vais pouvoir faire des choses pour les enfants. Et oui, j'ai adoré être institutrice et j'avais une relation très aidante, je pense, avec les enfants. Et là encore, j'ai compris que, en réalité, c'était pas en étant institutrice que je pouvais aider les enfants, parce que j'ai compris que c'était dans la relation aux parents qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et donc, je me suis mise, voilà, j'ai arrêté l'enseignement et puis je me suis mise à faire des formations pour pouvoir aider les parents à aider leurs enfants. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est ça la clé. Et comment aider les parents? Eh bien, un axe qui est important, c'est en les aidant à retourner auprès de l'enfant qu'ils ont été. Et donc ça, effectivement, l'hypnose, et pas forcément l'hypnose ericksonienne, parce que je cite aussi le dialogue intérieur, j'utilise le dialogue intérieur et les constellations familiales. Ce sont des outils qui utilisent la transhypnotique. Alors, pas tout à fait de la même manière que l'hypnose ericksonienne, mais de manière tout aussi efficace. Et donc, grâce à ces outils-là, on a le moyen de recontacter d'anciens traumatismes d'enfants, et plus encore. Est-ce que tu veux nous définir un petit peu, nous les détailler, là, les outils que tu as cités, par exemple, l'hypnose ericksonienne. Déjà, qu'est-ce que ericksonienne? Est-ce que c'est, parce que je vois qu'il y a une majuscule, est-ce que ça porte le nom d'une personne qui a mis ça en œuvre? Et puis après, tu parles des constellations familiales, etc. Est-ce que tu veux poser quelques mots pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit? Donc, l'hypnose ericksonienne, on a fait un podcast pour que je puisse expliquer un petit peu plus. Et effectivement, c'est Erickson qui était psychiatre et intéressé par l'hypnose et qui l'a utilisé pour lui-même, qui s'est guéri de maladies grâce à l'auto-hypnose, qui a mis au point une façon de donner des coups de pouce qui redonnent du sens à la vie et une direction. Et donc, dans sa façon de faire, il n'y a pas besoin d'intervenir, enfin de faire beaucoup de séances généralement, et le but, il est plutôt de restimuler les capacités d'auto-guérison de la personne. Avec le dialogue intérieur, on va aller d'une autre manière et de manière plus dynamique, utiliser la transe pour aller explorer la manière dont on a structuré notre psyché Ça me parle beaucoup. tout au long de notre vie.
et on va aller interviewer différentes parties de soi-même. Et comme on provoque une transe, c'est très particulier parce qu'on peut dire des choses auxquelles on n'a jamais pensé, voire des choses qu'on croyait ne pas savoir. Mmh. Donc là, ça commence à devenir, voilà, encore plus troublant et on rentre dans une dimension, heu bah, avec le dialogue intérieur, on c'est vraiment multidimensionnel parce que ça peut être comment, la conscience est structurée, enfin toutes les parties dont on a conscience, mais aussi toutes ces parties dont on n'a pas conscience, voire des parties qui peuvent nous relier à à l'invisible. Et on va explorer des parties qu'on dit primaires, qu'on connaît un peu, et puis des parties qui sont opposées, ces parties primaires. Alors celles-là, on les voit plutôt chez les autres généralement, mais on ignore qu'on les a aussi intégrées et bien souvent reniées. Et puis, on va contacter ce que j'évoquais là, qui est plus de l'ordre des archétypes. Le héros, la Mmh. charmeuse, enfin, toutes ces, toutes ces choses. Et puis, voir des choses plus métaphysiques, de la reliance avec ce qu'on pourrait appeler la source. Voilà. Et donc, de faire ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes permet d'une manière sans analyser. Mon rôle à moi, c'est vraiment d'interviewer ce qui va émerger pour que la personne la connaisse mieux. Et il y a un rééquilibrage qui se fait automatiquement, rien que par la prise de conscience de ces parts et de leur action dans notre vie. Il y a une question qui émerge par rapport à ce que tu dis. Si toutes ces parts justement dans le subconscient ont été un petit peu enfouies, tu disais ce mot tout à l'heure, en tout cas enfouies et puis elles ne sont pas écoutées aujourd'hui. Est-ce que c'est pas comme une mesure finalement de protection Mmh. de notre, psyché? Et est-ce que du coup le fait de venir les faire réémerger, ça fait pas sauter la protection que la personne s'est mise, qu'on s'est tous mises? Et est-ce que finalement c'est bénéfique à 100 Mmh. ou est-ce que parfois ça peut être, plus dommageable ou en tout cas inconfortable et tu vois ce que je veux dire? Alors, bien sûr que c'est un travail qui est accompagné, hein, et qui est encadré. On utilise un cadre bien particulier justement c'est pour que ça ne devienne pas, quelque chose de dangereux. Et donc, dans ma pratique, je l'ai toujours vu agir de manière bénéfique. OK. J'ai aucun exemple non, bénéfique et alors, tellement bénéfique, je veux dire que c'est ce qui m'a amenée à aller vers les constellations familiales parce que, à un moment de ma pratique, il se trouvait qu'émergeaient des voix qui semblaient être le grand-père, l'oncle, enfin des gens de la famille et qui commençaient à dire des choses que les gens ne savaient pas. Moi, on m'avait pas enseigné cette façon de faire, c'était dans les années 2000 et on parlait pas encore de transgénérationnel comme on le fait maintenant. Ça émergeait tout juste et je voyais que ça faisait du bien aux gens, mais j'étais inquiète et je me rappelle m'être dit, «Soit c'est formidable, soit je suis en train de rendre les gens fous. Il faut que j'en sache plus» et donc j'ai arrêté cette pratique-là et c'est le moment où j'ai rencontré les constellations familiales qui m'ont permis de comprendre les effets, transgénérationnels et d'utiliser le dialogue intérieur aussi pour intégrer ce qui a pu se passer dans les générations passées, qui est toujours vivant dans notre psyché parce que les ancêtres n'ont pas pu aller au bout de la compréhension ou de la gestion des émotions qui ont été, produites à l'époque et il semble, mais je dis bien il semble parce qu'on commence grâce au scanner à comprendre les effets de la méditation, les effets de tout ce potentiel-là qu'on a
Mais on est un petit peu comme quelqu'un qui arrive dans une pièce ou qui voit un bouton, qui appuie dessus et il y a la lumière. Et c'est cette lumière qui nous guide, c'est ce qui, c'est tiens, on appuie sur ce bouton et ça fait ça. Et l'expérience, surtout, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas d'explication scientifique pour comprendre comment quelque chose qui s'est passé il y a 2, 3, 4 générations semble se rejouer maintenant. Oui, en fait, tu veux dire qu'on peut constater qu'il se joue quelque chose dans le cerveau. Effectivement, tu citais la méditation, il y a quand même énormément d'études scientifiques aujourd'hui qui peuvent constater qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du cerveau pour les méditants expérimentés ou débutants et puis que certaines zones, vont s'allumer, que certaines zones même sont plus développées que d'autres. Mais par contre, on n'a pas forcément cette explication entre le point A et le point, N. Et donc c'est ça où finalement il y a peut-être presque une part d'interprétation et de compréhension, que chacun peut avoir, mais ça n'empêche pas qu'on arrive quand même à N. Oui. Alors justement, quelque chose auquel on fait très attention, c'est à l'interprétation. Parce que l'interprétation, c'est un petit peu comme utiliser notre cerveau comme un décodeur. Mais il décode en fonction de ce qu'on lui a mis dedans, c'est-à-dire de sa culture, de ses connaissances. Donc, ce que j'aime dans les pratiques que j'ai, c'est que, à vrai dire, on accueille la parole de la personne qui vient et cette parole prend sens au sein même de la personne. Il y a bien sûr que mon cerveau interprète certaines choses, mais que si j'interprète, je le présente toujours comme une interprétation. Mmh. Et je suis à l'écoute de comment la personne réagit à cette interprétation. Et c'est toujours ce que ça va provoquer à l'intérieur de la personne qui est important. Tu disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les constellations familiales. Qu'as-tu rencontré? Ou qui as-tu rencontré? Je n'ai pas compris cette phrase. Oui, ok, super. Alors ça, c'est ma manière d'être alliée avec l'invisible. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à me poser cette question, est-ce que c'est fabuleux, est-ce que ça rend fou? J'ai demandé de l'aide. Mais j'ai demandé de l'aide à l'invisible. J'ai dit, il faut que j'en sache plus. Alors, bien sûr, j'ai commencé à prendre tous les livres qui parlaient à l'époque de ça. Il y avait Aïe mes aïeux, qui est très connu. Euh, c'est Anne Schutzberger, je crois que son nom est un peu compliqué à dire. Et puis d'autres. Et puis, je fermais les livres, ça me confirmait ce qui se passait dans les séances, mais ça ne me disait pas quoi faire avec ça. Comment on fait? Et c'est là où j'ai demandé de l'aide. Et dans les semaines qui ont suivi, eh bien, le hasard m'a emmenée dans une constellation familiale qui se passait en Bretagne. Et j'ai assisté à une journée de constellation familiale. Des larmes ont coulé sur mes joues, paisiblement, tranquillement, parce que j'avais ma réponse. Grâce à cette constellation familiale qui se pratique en groupe, eh bien, là, je voyais le chemin. Et c'est un chemin d'expression et de réconciliation, d'accueil. Et tout le chemin vis-à-vis des ancêtres va être ce chemin-là. C'est-à-dire que grâce aux constellations familiales et à toute l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai animé les constellations familiales pendant plus de 10 ans et d'une manière intense. J'ai eu la chance d'être formée par la personne qui a mis ça, qui l'a révélé, on va dire. C'est comme si j'avais vécu, je ne sais pas combien de vies à la fois. Ça m'a amené à une compréhension du cœur de l'humain, du cœur, je dirais, de manière incroyable. Et bien sûr, ça m'a amené à aller d'abord explorer ma propre histoire, à changer mon regard sur cette histoire, à intégrer cette histoire et à remercier mes ancêtres. Evelyne, je vais, là, j'entends tout ce que tu me dis, mais je me mets à la place de certaines auditrices ou certains auditeurs qui là, peut-être, écoutent parler de l'hypnose pour, la première fois.
et qui peuvent se dire: «Mais, est-ce que finalement, là, tout ce que tu expliques, c'est pas simplement notre esprit qui justement vient se raconter une histoire? Est-ce que c'est pas simplement pour, quand on parle d'une vue de l'esprit ou en tout cas, est-ce que c'est pas simplement quelque chose qu'on se crée?» Tu parlais d'interprétation tout à l'heure, parce que ça nous rassure et parce que c'est plus facile de voir les choses comme ça lorsqu'on rencontre certaines difficultés. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ce type d'objection? Ah, ça, c'est très difficile. C'est aussi difficile que de t'expliquer le goût de l'orange si tu n'en as jamais goûté. OK, j'adore ta réponse. J'adore ta réponse. Heu OK, non, mais ça me parle beaucoup. Alors tu sais quoi? On va aller vers certains exemples, concrets, pratico-pratiques. On en avait déjà cité dans le 1er podcast, mais j'aimerais bien qu'on puisse aujourd'hui peut-être prendre un exemple et puis essayer de le développer un petit peu pour que justement, bah, finalement, on puisse essayer de toucher du bout du doigt, le goût de l'orange, même si on n'y a jamais goûté. Pour un petit peu comprendre qu'effectivement, il y a vraiment moyen de sortir de certaines situations inconfortables en laissant faire et que c'est pas juste une création de notre esprit qui se raconte une histoire. Est-ce que ça te va? Oui, Alors sur le site, sur, ta page, sur le site du village Fédodo, tu donnes plusieurs, exemples. Par exemple, reprendre pied après un avortement, une fausse couche, un accouchement traumatisant, renouer avec, sa famille, trouver une place plus sûre. Malgré des traumatismes, ancestraux, se réconcilier avec soi, avec les autres. Est-ce qu'il y a là un élément qui, là, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, peut-être, t'évoque un petit peu plus, t'inspire un petit peu plus et que tu pourrais nous développer en disant en quoi la pratique, de l'hypnose va permettre, d'y voir plus clair et de renouer avec soi-même? je dirais pas la pratique de l'hypnose, tu vois? Parce que, comment dire? C'est, l'hypnose, c'est provoquer une transe, hein, c'est ce qu'on expliquait dans le précédent podcast. Heu, c'est un outil, mais, le dialogue intérieur est un autre outil et les constellations encore un autre outil. Et pour moi, c'est, en réalité, l'hypnose pourrait être, conversationnelle aussi. C'est-à-dire qu'on a, c'est un phénomène naturel, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on a mis sur, cette capacité qu'on a ou qu'on peut retrouver de reconnecter ce avec quoi on était, qui était tellement naturel pour nous quand on était enfant. On a à l'intérieur de soi un potentiel qu'on a, c'est ça en réalité qu'on a oublié aussi. Parce qu'on a utilisé, on a entraîné d'autres parties de notre cerveau, en particulier à l'école. Euh, on a fermé la porte à, à cette capacité de se relier de manière intuitive et fine à l'existence. L'avortement est un sujet qui est, ou en particulier l'avortement et les fausses couches, sont des moments, au moment où une femme porte un enfant, la porte s'ouvre naturellement. Et cette femme, elle rentre en relation avec son enfant d'une manière intuitive. Et ensuite, quand l'enfant est bébé, c'est rare qu'une femme garde sa porte fermée. C'est le moyen qu'une femme a de pouvoir prendre soin de son enfant. Après, waouh, on va dans des choses qui demanderaient beaucoup de temps à expliquer, mais peut-être que pour toutes les femmes qui écoutent ça, ça peut parler parce que chacune, même si elle n'a pas mis de mots dessus, moi, ce que je peux dire, par exemple, la première fois où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est au moment où j'ai eu mon premier enfant. Quand elle était bébé, je l'ai allaitée et
la première fois que je suis allée faire des courses, elle avait 3 semaines, je crois bien, je crois me rappeler ça. J'avais déposé chez ma mère et je suis allée vite fait faire des courses pendant qu'elle dormait. Et au moment de déposer au moment d'arriver aux caisses, je sens mes seins qui commencent à couler. Et bon, je me presse et ma mère me dit: «Oh bah ça fait 10 minutes qu'elle est réveillée». Je suis persuadée que mes seins se sont mis à couler au moment où ma fille pleurait, quoi, hein. Voilà, ça, c'est ce lien subtil qu'il y a, qu'on a à l'intérieur de soi. Et ce lien subtil, eh bien, on l'a aussi avec un enfant, qu'on ne voilà, qui part en fausse couche, ou bien, on l'a très, très tôt en réalité, ou bien, qu'on décide de ne pas garder. Et parce qu'on ne parce que notre société ne nous donne pas l'occasion de prendre soin de ce lien subtil, eh bien, il y a quelque chose qui perdure au-delà du moment même de l'avortement et qui trouble notre vie. Et d'une manière assez simple en réalité, on peut être en paix et permettre à alors là, je vais proposer un mot, qui va parler de différentes façons sans doute aux personnes, mais c'est le seul que je trouve, heu, m permettre à l'âme de cet enfant d'être en paix aussi. D'accord, donc là, du coup, en faisant ce travail avec, la maman qui viendrait te voir, hem, tu viens, permettre, si je comprends bien, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, tu viens permettre de reconnecter avec cette sensibilité et en venant faire ce chemin-là, eh bien, vu que c'est, accepté, que cette, sensibilité est acceptée et est regardée, alors il y a quelque chose qui s'apaise à tout niveau. C'est ça, c'est-à-dire que, quand on reconnecte avec cette sensibilité, on sait trouver le chemin. Ce qui nous perd, c'est de fermer cette porte. Quand la porte est ouverte, en réalité, il y a quelque chose qui devient évident. Je me pose une question, tu disais tout à l'heure que cette, sensibilité que les enfants ont Mmh. ne perdure pas du coup dans le temps, la plupart du temps et puis, tu évoquais l'école. En tout cas dans l'éducation et dans l'école. Alors j'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a, un âge qui fait qu'à un moment donné, peut-être, au niveau cognitif, dans l'évolution de l'enfant et en parallèle de cette éducation qui lui est donnée, il y a, voilà, certaines sensibilités qui disparaissent au profit d'un autre fonctionnement du cerveau? Et si c'est lié uniquement à l'éducation scolaire, en tout cas pour reprendre, ces mots-là, est-ce que ça signifierait qu'il y a quelques centaines d'années en arrière, les adultes, en grandissant, auraient gardé plus de sensibilité parce que pas dans la même démarche éducative? Hem, je me suis pas suffisamment intéressée à l'histoire de l'évolution pour répondre. Je sais pas et je sais pas s'il y a des recherches là-dessus, hein. Mais en tout cas, hem, cette sensibilité ne disparaît pas. C'est Oui, elle est plutôt voilée, elle est voilée. Si j'ai utilisé le mot disparaître, excuse-moi. voilà, C'est juste elle elle était elle voilée est parce que, voilée, je parle voilà, de cette porte, hein, mmh. qu'il suffit bien souvent elle est pas compliquée à pousser cette porte, hein, parce qu'en réalité, elle est entrouverte. On ne peut pas la fermer, ça fait partie de nous, hein. Et puis, c'est pas seulement l'école, hein, c'est toute notre société, toute notre vous voyez, si on vit en Inde, la porte est pas autant fermée. Il y a des cultures où la porte n'est pas fermée. Maintenant, l'interprétation de ce qui est derrière, voilà, c'est bon, ben, c'est tout le domaine de toutes les religions, les croyances qui essaient de nommer ce qui est derrière. Moi, personnellement, j'essaie de m'abstenir de nommer ou de
ou de cadrer ce qui est derrière, juste de l'accueillir à la façon dont la personne peut l'accueillir elle-même. Et puis surtout, d'en faire un allié. Parce que bien les solutions à nos problèmes d'angoisse, de mal-être, résident là, en étant en contact avec cette sensibilité. Eh bien, elle connaît le chemin pour qu'on aille mieux. Il suffit d'écouter. OK. Et toi, tu aides à ce qu'on écoute. Exactement, c'est le principal de mon travail. On a, pas mal cheminé là, Evelyne, depuis tout à l'heure, depuis le début de cet échange. Je te propose que peut-être pour aujourd'hui, on en reste là et que chacun puisse, finalement, vraiment bien s'imprégner et intégrer, tout ce que tu viens de nous partager parce que finalement c'est assez riche, en fait. Comme tu le disais, dans notre société et de par notre éducation, on n'est pas forcément habitué à se poser, en tout cas, toutes ces questions-là. Donc ça nécessite peut-être un petit temps d'intégration. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que tu, veux dire un petit mot de la fin et puis on en reste là pour aujourd'hui et on verra pour un prochain épisode ensemble? C'est un témoignage. C'est, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les difficultés que j'ai traversées, parce qu'elles m'ont enseigné. Elles m'amènent là où je suis aujourd'hui, avec cette porte que parfois je mets grande ouverte dans des moments où je sais que je peux être avec, et puis d'autres fois que je referme parce que je sais que dans cette société, eh bien, ça va être plus facile si je me comporte d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, j'ai le choix et ça OK. change tout. Oui, superbe mot de la fin. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé sur le podcast et puis on se retrouve bientôt. Evelyne, merci à toi. Comme d'habitude, hein, les gens peuvent retrouver, ton travail, tes contacts dans le descriptif de l'épisode et puis comme ça, ils pourront aussi, aller voir, ta page sur le site pour en découvrir un petit peu plus sur toi et puis, bah, bien sûr, prendre contact avec toi s'ils le souhaitent. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.